et comment Israël va frapper Téhéran et quels seront les alliés pour le faire, les alliés d'Israël. Mais d'abord, il y a plusieurs thèses et on va voir ça avec vous, Sylvia Hamikon, parce qu'il y a des cibles qui pourraient être privilégiées à l'heure où nous parlons pour Israël, une façon de frapper là où ça fait mal, le régime des Mollahs. Oui, effectivement, selon Axios, qui cite des responsables israéliens, l'État hébreu lancerait dans les jours à venir une riposte significative. Alors, en quoi est-ce qu'elle consisterait, cette riposte? Aucun officiel, évidemment, ne donne les détails ce matin et la réponse doit aussi être coordonnée avec les États-Unis. Je vous propose d'écouter le porte-parole de l'armée israélienne. Il y aura des conséquences à ces attaques. Nous avons des programmes et nous agirons au moment et dans le lieu que nous choisirons. Évidemment, il y a des hypothèses qui sont sur la table. La première d'entre elles, c'est viser des installations de production de pétrole et d'exportation de pétrole en Iran, ainsi que d'autres sites stratégiques, comme par exemple, on va le voir sur cette carte, le terminal pétrolier de l'île de Karj. C'est le plus grand et c'est le principal, avec une grande capacité de stockage. Ces trois terminaux que vous voyez d'ailleurs sur cette carte sont responsables de la plupart des exportations pétrolières iraniennes. Les frapper, c'est frapper l'Iran au portefeuille. Mais avant cela, il faut s'assurer que les États-Unis sont d'accord et qu'ils négocient actuellement avec l'Arabie Saoudite afin de ne pas faire monter les prix avant la présidentielle américaine. Autre hypothèse, certains responsables avancent également l'option des assassinats ciblés, des opérations clandestines, comme celle qui avait visé Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas en Iran fin juillet, mais ce ne serait sans doute pas prévu pour cette riposte, et en tout cas pas avant le 7 octobre. Plus probable également comme hypothèse, la destruction des systèmes de défense aérienne iraniens. C'est ce qui s'était passé après la première attaque iranienne en avril. Israël avait répliqué 5 jours plus tard en détruisant une batterie de défense aérienne S-300 à Ispahan. Et ça s'était arrêté là. C'était une batterie notamment qui protégeait le complexe nucléaire de Natanz, principal site d'enrichissement d'uranium de l'Iran, à environ 170 km au nord d'Ispahan. Vous la voyez sur cette carte, ainsi que où se trouvent tous les autres sites nucléaires de l'Iran. Oui, justement, le nucléaire, ça pourrait être l'autre cible d'Israël. Oui, en tout cas, si l'Iran réplique à nouveau, c'est le risque d'une escalade dangereuse et d'une guerre ouverte. En cas de nouvelle réplique de la part de l'Iran, Israël n'exclut pas de frapper les installations nucléaires iraniennes. Et cette fois, l'implication américaine, elle pourrait être plus soutenue, car cela nécessiterait des armes performantes qu'ils n'ont pas encore aujourd'hui. Par exemple, des bombes qui seraient capables d'atteindre les 100 mètres sous terre. Regardez ce que dit Axios à ce responsable israélien. Une autre attaque iranienne nécessiterait une coopération défensive avec le commandement central américain, davantage de munitions pour l'armée de l'air israélienne et potentiellement d'autres types de soutien opérationnel américain. Et puis de l'autre côté, on les a écoutés ce matin, les Iraniens qui se disent également prêts à répliquer à toute riposte. Si le régime sioniste qui est devenu fou n'est pas contenu par l'Amérique et l'Europe, l'opération de ce soir sera répétée avec une ampleur beaucoup plus grande et nous frapperons toutes leurs infrastructures. Merci beaucoup, Sylvia. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on en parlait pendant la publicité, le scénario de l'attaque des sites nucléaires par Israël a déjà été pensé au cinéma, notamment. C'est le scénario de Top Gun Maverick. Voilà. Et on voit clairement que dans ce scénario, il y a l'aide de plusieurs pays, dont les Américains. Général Paloméros, on va commencer avec vous. Quel scénario vous privilégiez pour une réponse à la hauteur de l'attaque hier d'Israël par l'Iran? Si on va partir par le haut, si les Israéliens avaient... excusez-moi, petit problème. Si les Israéliens avaient dans l'idée de stopper ou de ralentir le programme nucléaire, ce serait une superbe occasion. C'est plus difficile à faire qu'à dire. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas un accord au sein ni du gouvernement ni avec le commandement militaire pour aller aussi loin. Mais l'occasion pourrait être belle. Encore faudra-t-il peut-être que les Américains soient dans la boucle et qu'ils soient bénévolents. Alors ensuite, la deuxième option, c'est évidemment ce que vous avez dit, c'est-à-dire les terminaux pétroliers. Ça, c'est embêtant parce que ça touche le peuple, mais d'un autre côté, la population, c'est aussi un des centres de gravité de l'Iran, donc c'est pas non plus complètement idiot. Dire, voilà, on s'en prend pas à vous, mais on s'en prend à vos dirigeants
et, ma foi, faites le reste en quelque sorte. Et puis évidemment tout ce qui est défense antiaérienne qui réduira de toute façon la capacité de l'Iran à se protéger, et ça sera toujours ça de gagner. Vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez, bien évidemment, général. Mais la réponse d'Israël, après les prises de position, après ce qui s'est passé, doit être à la hauteur de l'attaque. Je rappelle à celles et ceux qui nous rejoignent, plus de 200 missiles tirés. Il y en a d'autres qui ont été interceptés au-delà des frontières d'Israël. Donc, assassinat ciblé, tir sur un système de défense, ça paraît bien faible au vu de l'escalade. Oui, il faut remettre en perspective aussi plusieurs choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Je crois que pendant le premier mandat de Donald Trump, il y a eu une dynamique de fragilisation de l'Iran et de fracturation du Moyen-Orient qui était déjà loin d'être stable, qu'il faut peut-être remettre en perspective parce qu'on sait que son gendre, Kushner, avait une relation spéciale avec Israël, avec Netanyahou, et il y a eu trois événements qu'il ne faut pas oublier. La sortie des États-Unis de l'accord de négociation sur le nucléaire avec l'Iran, l'assassinat de Rassem Soleimani en janvier 2020, qui était le chef des gardiens de la Révolution, et les accords d'Abraham qui ont dessiné des nouvelles alliances ou complicités dans le Moyen-Orient. Ça veut dire quand même que la réponse israélienne, depuis quelques mois, depuis un an avec le 7 octobre, ou celle qui pourrait se développer dans les prochains jours, semaines, évidemment, elle est discutée avec Washington. Il ne faut pas sous-estimer cette relation spéciale, historique entre les deux pays. Le gouvernement israélien sait aussi qu'il y a un calendrier particulier actuellement. L'anniversaire malheureux du 7 octobre, les élections américaines, une fragilité onusienne comme jamais dans l'histoire, et en plus, un Iran qui est plus que jamais isolé, avec de moins en moins d'alliés, et un Iran dont on voit le régime dans une fuite en avant, puisque entre avril et hier, avec ces attaques, il est sorti de quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 45 ans d'existence. Il a attaqué frontalement l'État israélien. Avec un double discours, voire un triple discours également. Et donc, le gouvernement israélien a aussi, ça a été dit précédemment, a aussi une occasion de montrer qu'il est dans une riposte à une attaque, cette fois-ci réelle et en direct, pas par milice interposée. Et c'est vrai que la grande question, c'est de savoir qui va donner les feux verts pour éventuellement laisser Israël et son gouvernement actuel aller dans une fuite en avant sur le plan militaire. Et ce qui est sûr, c'est qu'Israël ne laissera pas passer cette occasion. Alors, bien évidemment, il s'agit de répondre à l'attaque d'hier, mais c'est aussi une occasion de punir sévèrement le régime iranien. Oui, parce que la population civile a été visée aussi. C'est-à-dire que les Iraniens affirment qu'ils ont, eux, ciblé des sites militaires. Mais lorsque vous voyez toutes les sonnettes d'alerte qui ont résonné en Israël hier soir, vous voyez bien qu'il y a toute une part de la population qui ont été potentiellement sous les bombes iraniennes et qui ont dû courir dans les abris pour se protéger. Donc cette attaque, elle est véritablement inédite. Jusqu'ici, l'Iran préférait actionner ses proxys. Ils agissaient en travaillant à partir d'autres milices chiites qui travaillaient pour leurs intérêts, qu'ils finançaient, qu'ils formaient et qui travaillaient donc en les légitimant. Le Hezbollah, les Houthis, les milices chiites en Syrie et en Irak. Mais là, c'est la deuxième fois que l'Iran sort du bois et affronte Israël de plein jour. Et là, cette attaque, elle est particulièrement inédite, puisque là, ce sont près de 200 missiles balistiques, alors qu'en avril, c'était effectivement des drones, il y avait moins de missiles. L'Iran d'ailleurs qui promet, si Israël réplique, mais il y aura un nouveau déluge de missiles. Musclé. Il y aura une réplique extrêmement musclée de la part d'Israël. Vous avez vu, alors peut-être aussi malgré tout des éliminations ciblées, parce que là j'ai vu que Ali Khamenei, le guide suprême iranien, s'était déjà réfugié dans un lieu sécurisé parce qu'il craint que son sort soit le même que celui de Nasrallah et d'Anier. Donc il y a d'ailleurs une petite, j'en profite parce qu'on se dit tout sur ce plateau, la blague qui circule. En ce qui concerne le guide suprême, c'est... Alors, les Iraniens, hier soir, sur les réseaux sociaux, disaient qu'on a caché tellement bien le guide suprême Khamenei que personne, mis à part les Israéliens, ne sait où il est. Ce qui est possible, bien évidemment. Si on revient sur comment Israël va frapper, parce que, voilà, on sait qu'Israël frappera l'Iran, le pétrole ou le nucléaire avec ses difficultés tactiques, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il ferait le plus mal au régime de Téhéran ? Si j'étais à la place de l'état-major
de l'armée israélienne, j'aurais visé directement Ali Khamenei, sans hésiter une seconde. Je pense que la chose qui fait véritablement mal à la République islamique, et non pas à l'Iran, je fais la différence entre l'Iran et la République islamique, parce que les Iraniens n'en peuvent plus de ce régime. Les Iraniens sont fatigués, les Iraniens ne veulent plus du tout de la République islamique. Donc je fais la différence entre la République islamique et les Iraniens. Le souhait le plus cher des Iraniens aujourd'hui, c'est qu'on élimine Ali Khamenei, le guide suprême, qui est le premier responsable de malheur de tous les Iraniens, de 80 millions d'Iraniens. Le véritable responsable de cette situation, c'est Ali Khamenei. En l'éliminant, aussi bien l'Israël, aussi bien les pays de la région que la planète entière, et en même temps les Iraniens vont se débarrasser de ce cancer qui est en train de les ronger. Pardonnez-moi de l'expression, est-ce qu'il a signé son arrêt de mort, le guide suprême de la Révolution? Parce que hier, ceux qui ont revendiqué le tir des 200 missiles sur Israël, ce ne sont pas les militaires iraniens, c'est directement les gardiens de la Révolution, les Pasdaran, c'est-à-dire ces hommes, ces troupes qui dépendent du guide. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ça en fait une cible privilégiée, que ce soit des Israéliens ou des Américains d'ailleurs? Évidemment, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Et ils sont la cible privilégiée actuellement. Et je pense que les Israéliens ne peuvent pas se permettre que la République islamique se dote de la bombe atomique et la prochaine fois leur envoie 400 missiles atomiques. Parce que même si on les intercepte sur le chemin, mais quand même les séquelles vont rester. Donc Israël ne peut pas se permettre que la République islamique atomique l'attaque. Général Paloméros, vous êtes avec nous. Cette solution, pourquoi pas, d'Israël, d'éliminer directement le personnage le plus puissant d'Iran, parce qu'il y a ce président et qu'on qualifie souvent de marionnette, ce nouveau président, mais celui que l'on voit en ce moment même à l'antenne, le guide suprême de la Révolution, est-ce que ce ne serait pas une solution? Et si c'en était une, quelles seraient les conséquences? Je ne crois pas que d'en faire un martyr, ce soit une solution. Me semble-t-il, il y a d'autres possibilités. En particulier, je crois frapper à ce qui fait mal. Il faut considérer la population, comme je le disais, la population israélienne, comme étant un centre de gravité. Et donc, oui, je crois qu'il faut les dépôts de carburant, tout ce qui peut-être des systèmes de génération d'électricité. Mais le guide suprême, je ne vois pas ce que ça apporterait. Bon, Nasrallah, c'était le Hezbollah, c'était des attaques directes. Là, ça pourrait fédérer plutôt la population iranienne qu'autre chose. Oui, c'est vrai que Nasrallah est un chef de guerre, mais Ali Khamenei n'est pas qu'un chef de guerre. C'est aussi une figure religieuse extrêmement importante du chiisme. Il fait des prêches qui sont très, très, très écoutées, etc. Donc, s'attaquer à une figure religieuse, même si tout est imbriqué, le politique et le religieux, ça peut aussi provoquer des colères de la part d'une partie des chiites, si vous voulez. Donc il y a cette complexité-là, si on fait du guide suprême la cible numéro 1. Tu es un guide spirituel. Ça serait peut-être l'acte de la part d'Israël de trop, je ne sais pas, vous partagez? Le guide suprême, il est la personne la plus détestée qui existe aujourd'hui en Iran. Il est la personne la plus détestée. Il est la responsable de tous les malheurs des Iraniens. Il est le responsable direct de la tuerie, d'exécution, de torture des Iraniens, des jeunes Iraniens, des adolescents dans les prisons iraniennes. Donc, il est véritablement détesté en Iran. Et par rapport aux amis de l'Iran, aux proxys de l'Iran, cette destruction? Non, mais je pense que ce qui est important, c'est de bien entendre quand même ce qui est exprimé. C'est-à-dire, quiconque est allé en Iran, moi j'en ai fait l'expérience, constate bien qu'il n'y a pas une adoration tous azimuts pour le guide suprême. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est l'état de la société iranienne. Est-ce que entre des complicités du renseignement israélien, américain, plus un ras-le-bol général qui se sédimente depuis des années en Iran, dans la société, dont on a peut-être oublié, il y a depuis quelques années des turbulences très fortes dans la société iranienne. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut être attentif, évidemment. Ensuite, il y a la question
évidemment de qui sont les alliés aujourd'hui de l'Iran. Il y en a quasiment plus. On a un silence total des États arabes sunnites sur ce qui se passe actuellement. L'Arabie saoudite bouge pas, donc en même temps l'Arabie saoudite n'est plus le protecteur du Liban comme elle l'était il y a 20 ans, quand il y avait eu en 2006 la guerre avec Israël. Et on voit que pour l'Iran, par rapport même à Moscou qui se sert dans un autre conflit de l'Iran semble... Pour avoir ses drones. Donc l'Iran a donné des drones à la Russie. Moscou depuis hier est assez silencieux. Et la Russie, de toute façon, a aussi d'autres sujets sur la table. Et l'autre point que je voulais mentionner, c'est le rapport à la Chine. Parce que sur la question pétrolière, aujourd'hui, l'Iran vend surtout son pétrole à la Chine qui a besoin de pétrole, ce qui n'est plus du tout la réalité des États-Unis depuis une quinzaine d'années. Et l'Iran et la Chine ont une relation économique aujourd'hui, qui n'est pas une relation joyeuse, c'est de l'intérêt circonstanciel. Ça veut dire aussi que si demain il y avait une action sur les intérêts pétroliers iraniens, il me semble difficile qu'il n'y ait pas au moins un coup de fil à Pékin pour informer de la démarche qui sera entreprise. Général Paloméros, je suppose qu'une attaque, j'ai envie de dire, à la hauteur de ce qui s'est passé hier, à la hauteur de l'affront et de l'engagement de l'Iran dans cette guerre, ça se prépare, ça se réfléchit, ou est-ce qu'on peut dire qu'Israël a déjà pensé à cette attaque? Est-ce que les plans sont presque déjà secs, prêts à utiliser? Je pense qu'avec les Américains, les Israéliens sont en train de réfléchir sérieusement et même de planifier. Non, c'était tout à fait attendu. On s'attendait à la réaction d'Israël, de l'Iran, bien sûr. Donc, maintenant, quel est le dosage et comment vont-ils doser? C'est ça la question. Il y a le timing, il y a le dosage. Il y a les fêtes israéliennes, effectivement, les fêtes juives qui sont là. Mais il faut aussi montrer qu'Israël est prêt à répondre à tout moment et sans faiblesse. Donc c'est une équation qui n'est pas aussi simple que ça, mais je pense que les Américains jouent un rôle non négligeable dans cette équation. Mais là aussi, que ce soit les Américains ou Israël, il n'y a pas de place à la faiblesse générale face à l'Iran, face à ce qui s'est passé. Non, on peut considérer qu'on a déjà été très faible face à l'Iran pour des raisons diverses et variées que vous avez rappelées. Donc là, d'abord, l'attaque de ces proxys est quand même un choc brutal pour l'Iran. C'était des points d'appui qui lui étaient indispensables dans sa stratégie, je dirais, de la région, sa stratégie régionale. Donc à partir du moment où on va frapper des intérêts qui sont peut-être pas vitaux, mais qui sont importants pour la population, je pense que l'idée, c'est de faire basculer la population aussi.